Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 7h. Le soutien de l'Union européenne au programme de développement République démocratique du Congo et la crise humanitaire à l'Est, des sujets parmi tant d'autres au menu de l'audience qu'a accordé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au commissaire européen chargé de la protection civile et des questions de la crise. C'était à son bureau de travail de la cité de l'OUA. Dans la même optique, le président de la République avait également reçu l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Lenartich, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État étaient également associés à cette audience. Le couple présidentiel a rendu hier un dernier hommage à Madame Blanche Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, visionnaire de l'église de la Compassion. C'était au stade Raphaël devant la communauté chrétienne congolaise et plusieurs autorités du pays. Reportage. De mon épouse. Mais les voix de Dieu sont insondables. Cœur brisé, la parole de Dieu. Triste réalité, que son homme repose en paix. Poursuivons avec l'actualité. L'envoyé spécial du chef de l'État dans le processus de transition au Tchad, Didier Manzenga, était porteur d'un message du président de la RDC hier lundi 17 juin à son homologue Joao Lourenço. Il a donc été reçu pour ce faire par le président angolais suivant.
Porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue angolais, Joao Lourenço, maître Didier Manzenga Mukanzu, l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo dans le processus de transition au Tchad et ministre congolais de l'intégration régionale, est arrivé ce matin à Luanda où il a été reçu en audience par le président angolais. Il est accompagné du ministre tchadien des infrastructures, son excellence Aziz Mahamat Saleh, le président de l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad, son excellence Ahmed Bachiret, et le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. Nous venons d'être reçus par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, lui transmettre le message de son frère, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi facilitateur au processus de transition de la CAC en République du Tchad. Je pense pour la toute première fois en Afrique que nous ayons une transition réussie. C'est au Tchad. Nous étions nous-mêmes sur le terrain, les observateurs déployés, les élections commençaient à temps prévu, donc soit à 6 h du matin, le bureau se fermait à 18 h. Et nous étions surpris que même le matériel était déployé 2 semaines avant fin de la campagne. Et c'est pour la toute première fois aussi, ça n'a jamais été fait, qu'un Premier ministre en fonction candidat, président de la République candidat, les élections, ça s'est passé dans le calme, la publication irrélative, ainsi que l'investiture du nouveau président de la République. La saison sèche annonce déjà ses couleurs, le froid et la poussière sont au rendez-vous. Ce changement de climat apporte plusieurs maladies saisonnières, d'où il faut observer quelques directives pour bien se protéger afin de ne pas tomber malade. C'est le sens que nous donnons à ces reportages de notre consoeur Nono Monseko. Après les fortes canicules de ces derniers temps, place à un climat frais qui correspond avec les débuts de la saison sèche. Cette saison modifie les attitudes, notamment sur les plans vestimentaires. Cette saison apporte sa cohorte des maladies qui ont un impact sur le système immunitaire. Les personnes du 3e âge et les enfants doivent se couvrir pour se protéger. Je suis habillée en tricot pour me protéger contre la poussière et le froid, afin d'éviter la grippe et le rhume. Il faut toujours se couvrir, surtout pendant le soir, genre pendant la nuit. Quand on dort, c'est là que la fraîcheur vient encore plus. Et c'est là qu'on peut attraper des maladies comme la grippe, le gine, etc. Du coup, il faut toujours se couvrir. Et surtout pour les gens malades, il faut vraiment prendre bien soin d'eux. On se couvre pendant la saison sèche parce qu'il fait très froid. D'abord, je me réveille, je chauffe mon eau chaude, puis je me lave pour ne pas attraper froid. Pour la saison sèche, l'école nous permet de porter les pulls de l'école comme ce pull. Et des fois, il y a des exceptions. Quand tu n'as pas le pull de l'école, tu peux emmener ton propre pull. La température varie entre 35 degrés Celsius la journée et retombe à 22 degrés la nuit. Selon nos prévisions, la tendance sera fraîche et humide. Il y aura aussi la tendance sec parce qu'il n'y aura pas de pluie. Donc, mais l'humidité sera là parce que il y a des couches de la mousson du sud-ouest qui permettent maintenant vers le continent. Donc, il fera frais pendant cette période, et surtout au mois de juillet où nous allons connaître encore la fraîcheur intense par rapport à actuel. Rhume, grippe, toux et conjonctivite sont fréquents en cette période de saison sèche marquée par la poussière. Quand il y a un changement de saison, il y a aussi des microbes qui vont se manifester. Et souvent, ce sont des virus qui amènent des maladies que nous appelons maladies saisonnières, dues au changement. Et ce que nous craignons plus dans ces maladies-là, ce sont elles peuvent se compliquer en d'autres pathologies. Surtout chez les enfants, ça peut se compliquer par des angines, des infections, des otites. Et la plus grande crainte, sont les maladies respiratoires.
donc les insuffisances respiratoires aiguës. Le port des habits adaptés à la saison est recommandé, mais ces habits ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Je vends souvent les robes, mais comme c'est la saison sèche, je vends les habits lourds. Malheureusement, la vente est faible. Les dermatologues ont bien soigné la peau afin de la protéger contre les intempéries. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, prône pour la rupture de vieilles habitudes à la peau dure. L'inspection générale des finances va donc transmettre le rapport de cas de détournement, corruption et crimes économiques à la justice. Cédric Kamina nous en dit long. Tout sera passé au crible. Aucun dossier lié à la criminalité financière ne restera impuni. Les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba est formel. Dans les heures qui suivent, les rapports liés à la corruption, détournement des deniers publics et autres faits de mégestion des projets lancés par l'État congolais lui seront transmis par l'inspection générale des finances. L'inflexible inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alingueté, s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports ayant établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Bien avant, les patrons de la justice s'est entretenu avec les différents directeurs du secrétariat général, question de se rendre compte des conditions de travail et échanger sans protocole avec son personnel. Comment se comporter en cas d'incendie? Eh bien, une parade a été organisée hier lundi par la Direction générale de secours et d'incendie devant le Palais du Peuple. Oscar Okito Djeko, le superviseur de sapeurs-pompiers, a donné des orientations pour mieux organiser le moyen de secours. Renette Koulonga. Secours d'urgence aux victimes d'accidents, des sinistres ou des catastrophes, ainsi que leur évaluation. Ce sont là les assignations de la Direction générale des secours et d'incendie qui a tenu une parade générale sous la conduite de Oscar Okito Djeko, superviseur national des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo. Donc pour les sapeurs-pompiers, que tout le monde se tranquillise, nous sommes en train de travailler pour la réussite. Nous sommes représentés dans les 26 provinces. Et ce qui reste maintenant, c'est juste l'organisation des services et la nomination des animateurs par l'ordonnance présidentielle. Nous avons un nouveau patron de l'intérieur qui est arrivé, qui nous saluons en passant, Maître Chaban. Nous lui disons merci et nous allons le soutenir jusqu'à la fin pour qu'il puisse réussir les mandats. Pour le président de la République, moi je l'appelle le premier homme, le premier sapeur-pompier de la République. C'est lui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui disons merci là où il est, parce qu'il a fait les efforts énormes. C'est grâce à lui, il nous a doté une direction générale de secours et d'incendie. Nous avons encadré la jeunesse. Oscar Okito Djeko a donné quelques orientations et instructions à ses sapeurs-pompiers sur la protection des personnes, des biens et de l'environnement, la prévention et évaluation des risques de sécurité civile et enfin la préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours. Également de cette réunion de prise de contact hier au ministère de Mines entre le ministre Kizito Pakabomba et les cadres de l'administration. Le code minier et d'autres réglementations minières étaient au cœur de la rencontre. Cette réunion de prise de contact du ministre des Mines Kizito Bakapomba Kapinga avec le secrétaire général Jacques Ramazani qui accompagnait les directeurs des différents services du ministère était une opportunité pour passer en revue les codes miniers, les différents projets et programmes du ministère des Mines en mettant un focus sur les réformes mises sur pied pour booster l'administration minière. On prépare à cette réunion les directeurs des ressources humaines,
de la réglementation et contentieux, des archives et nouvelles technologies de l'information de l'environnement minier, de l'hygiène, protection, des métallurgies et de la direction financière et administrative. Ils ont explicité leur cahier des charges et ont profité de l'occasion pour soumettre quelques doléances pour le bon fonctionnement du ministère des Mines. Nous avons parlé essentiellement de l'état des lieux de l'administration des mines, à quoi consiste le travail que nous exécutons tous les jours, comment est-ce que nous le faisons, quels sont les textes légaux réglementaires qui régissent les activités que nous exerçons tous les jours. Le secrétaire général Jacques Ramazani a rappelé que le ministère des Mines contribue à 70% au budget de l'État. Le secteur minier, principal pourvoyeur de recettes en RDC, tel le leitmotiv du nouveau patron aux mines, Kizito Pakabomba. Il a émis ce vœu au cours de l'audience qu'il a accordée à la communauté du territoire des Dibelenge, résidant au Kinshasa. Yvette Makontima. C'est un digne fils du Kasaï central, précisément des Dimbelenge, qui va présider aux destinées du ministère des Mines. À peine la remise reprise terminée, les élus nationaux et provinciaux, les directeurs généraux des établissements et entreprises publiques, professeurs d'université et autres ressortissants du territoire se sont retrouvés autour de Kizito Pakabomba, ministre des Mines. Un secteur clé de l'économie nationale qui a besoin de son expertise pour plus d'efficacité. Lors de ces instants, tous ces natifs des Dimbelenge ont aussi remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé un des leurs à ce poste. Mena Aboukole et autres, deux noms d'encouragement et des forces Luba du territoire de Dimbelenge prononcés pour rappeler l'identité de leur hôte. Des présents lui ont aussi été remis. Avec un parcours élogieux, c'est un ancien magnat du secteur pétrolier dans les pays aura une feuille de route très lourde pour redresser ses ministères et a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie minière nationale visant à faire que les richesses du sol favorisent le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Revenons encore une fois sur une réunion de prise de contact. Cette fois-ci, c'est au ministère de la Pêche et Élevage où le nouveau ministre Jean-Pierre Tshimanga était avec le directeur central des différents services sous la conduite du secrétaire général du dit ministère. Occasion pour le ministre de connaître chacun physiquement et de recevoir quelques informations. Après la remise et reprise et les instructions reçues lors du premier conseil des ministres, l'heure est au travail pour le nouveau gouvernement. Ce lundi 17 juin, Jean-Pierre Tshimanga, nouveau ministre de Pêche et Élevage, a convoqué un entretien avec son cabinet du travail qui a réuni le directeur central et les agents de ce ministère. Par cette prise de contact, la tutelle voulait connaître chacun en face et les services exercés. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de Pêche et Élevage, Madame Pascaline Mbungu Kitumbi, de faire un état des lieux à l'attention du ministre afin d'éclairer le nouveau patron de ce portefeuille. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga a promis de travailler en collaboration avec l'administration dans le souci de relever les différents défis de ce ministère. Dans sa casquette de père de famille, il a demandé au directeur de cultiver l'amour du prochain dans le travail. Le secrétaire général Pascaline Mbungu Kikumbi revient sur l'essentiel. Il était vraiment très nécessaire qu'on puisse présenter un bref état des lieux de l'administration de pêche et élevage. Et nous avons présenté les différentes directions qui composent l'administration de pêche et élevage. C'est-à-dire il y a d'abord les directions standards, comme dans toutes les administrations. Il y a les directions métiers, c'est des directions normatives qui doivent élaborer des documents qu'on doit mettre à la disposition de nos services spécialisés du ministère. Et ensuite, il y a des difficultés.
parce que l'administration de pêche et élevage n'a pas de bureau. C'est un grand ministère qui est un peu négligé. Il essaie de souligner que le ministère de pêche et élevage, c'est un grand ministère qui doit donner des réponses aux problèmes de l'alimentation qu'endure la population congolaise. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre Tshimanga-Boignan à la tête de pêche et élevage, le changement attendu sera réel. Écho de partis politiques à présent, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était devant les cadres et combattants du parti. C'était le dimanche dernier. Plusieurs sujets liés à la gestion de ce parti ont été évoqués. Reportage. C'est par l'annonce de la restructuration des comités de fédération de l'UDPS de toute la République que le secrétaire général a débuté sa communication du jour. Avec l'élection de certains animateurs de ces fédérations comme parlementaires et d'autres nommés mandataires publics, il est de bonne loi de désigner de nouveaux animateurs à la tête de ces organes statutaires du parti, a indiqué le député national Augustin Kabouya. En chef de file, le numéro 1 de l'UDPS a condamné les incidents survenus dans la fédération de Lubumbashi pour l'intérim du président, alors que le statut est clair quant à ces. Poursuivant, le député de Moamba a fixé l'opinion sur les infox propagés dans les réseaux sociaux faisant état de la chasse à l'homme au cabinet du nouveau ministre des Finances. D'un revers de la main, Augustin Kabouya a balayé toutes ces fake news en précisant que le ministre n'a pas chassé les personnels politiques et son communiqué sur ces sujets est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Pour les membres du parti qui étaient dans des différents cabinets ministériels, sont priés de retourner au parti pour que les comités de gestion des ambitions étudient cas par cas pour voir s'ils sont en ordre de cotisation avec les partis et évaluer leurs performances. Bientôt, le parti va envoyer des listes de membres ayant les profils requis pour accompagner les ministres du parti dans l'accomplissement des missions leur confiées par les chefs de l'État. Au cours de cette rencontre, Augustin Kabouya a annoncé à l'assistance son désistement au Sénat. En chef des troupes, le secrétaire général a appelé à la discipline et au travail bien fait à ceux qui seront désignés pour accompagner les ministres. Daniel Mukoko Samba inspire confiance pour une économie forte. Le membre du regroupement Action pour l'unité nationale se dit prêt à accompagner le vice-premier ministre, ministre de l'économie, dans cette lourde mission. Reportage. C'est lui, monsieur économie du gouvernement souminois. Daniel Mukoko Samba porte sur ses solides épaules la mission de redresser l'économie du pays. Un choix judicieux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur un technocrate qui a fait ses preuves et aujourd'hui accueilli avec pompe par les membres du regroupement Action pour l'unité nationale, AUN. Nous sommes très contents et je pense que la personne qu'on a nommée, c'est une personne qui va démontrer de quoi elle est capable, de quoi elle a toujours été capable. Et nous en sommes fiers et confiants. Hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, première ministre, qui ont choisi ma modeste personne pour représenter AUN au sein de ce premier gouvernement du deuxième mandat. Ce regroupement politique a salué le choix du premier citoyen de la République et a promis son accompagnement. Les ressortissants de la Grande Orientale satisfaits, élevés en dignité dans différentes institutions de la République, la Grande Orientale remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était l'occasion pour l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi, d'exhorter les élus à plus d'abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était également de la partie suivante. Cette rencontre a permis à la dynamique grande orientale, constituée des notables, des jeunes ressortissants et représentants politiques de 4 provinces de cet espace, dont le Baouélé,
Otuele, Ituri et Chopo, d'échanger sur les difficultés auxquelles fait face la Grande Orientale. Des propositions ont été formulées au gouvernement souminois pour son développement, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qu'ils ont remercié pour l'élévation en dignité de ses dignes fils dans différentes institutions de la République. Présent à cette rencontre, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, il a exhorté les élus à rester reconnaissants vis-à-vis de Dieu et particulièrement aux souverains primaires qui ont placé en eux leur confiance. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et membre du présidium de l'Union sacrée, était de la partie pour le renforcement de la cohésion entre les forces politiques. On assume une responsabilité publique, pas pour soi-même, mais pour une collectivité. Didier Baïtopa, la chargée de mission du président de la République dans la Grande Orientale, a réitéré le soutien des 4 provinces au chef de l'État pour la réussite de son 2e quinquennat. Nous avions promis un soutien et un accompagnement au chef de l'État et nous avons tenu notre promesse. Il a été élu massivement dans notre espace à plus de 73% de voix et au retour, il nous a honorés de la plus belle manière. Le coordonnateur national de la dynamique grande orientale a salué la présence de tous qui vient cimenter la cohésion et l'unité. Et pour notre part, nous voudrions réaffirmer notre irréversible détermination à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre programme présidentiel de gouvernance. Bâtir un ministère apaisé, Marc Ekila, le nouveau ministre de la formation professionnelle, s'y engage. Il a donné pour ce faire mes assurances aux agents et cadres de son secteur. Marc Ekila a également étalé son plan d'action visant à amener la RDC au développement suivant. Après sa prise de fonction au ministère de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Kombo a initié lundi 17 juin 2024 une réunion des prises de contact avec tous les cadres et agents de ces ministères. Pas de discours magistral au salon bleu de l'immeuble du gouvernement, le ministre a voulu des échanges francs et libres pour permettre aux différents services de lui faire le point sur la situation générale de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. À l'issue de ces échanges, les animateurs des 3 services centraux de la formation professionnelle, à savoir le secrétariat général, l'inspection générale et le Sénat-CPF, ont tour à tour évoqué les défis de leur secteur d'activité et suggéré des solutions au ministre. En père des familles, Maître Marc Ekila Kombo s'est dit conscient des défis qui l'attendent. Je nous invite à bâtir un ministère apaisé pour atteindre les objectifs. C'est un défi et les défis sont faits pour être relevés. Et seul, je ne peux rien. Mais avec vous tous, nous pouvons faire beaucoup de choses. Les contacts ainsi établis avec les différents cadres et agents placent désormais au travail suivant les priorités que le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Kombo, s'est fixé, notamment celles liées aux exigences des développements de la République démocratique du Congo. Et pour clôturer ce journal, parlons de ce plaidoyer des jeunes de l'Union sacrée de la Nation pour la tenue effective des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma et de Massimanimba. Reportage. C'est par une gigantesque marche pacifique organisée en date du 8 juin dernier à Badolité que les différentes couches de la population en général et plus particulièrement les jeunes des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation plaident auprès du chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, auprès du gouvernement Judith Souminois et d'autres autorités compétentes pour l'organisation effective le 12 juillet prochain, selon les calendriers aménagés de la CNI, des législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma au nord Ubangi et de Massimanimba au Kwilu, 2 territoires privés jusque-là de leurs représentants au niveau du Parlement national et des assemblées provinciales. Une situation délicate et préoccupante qui fait retarder par conséquent les élections sénatoriales et des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 2 provinces, à en croire les manifestants. Il dévoile ici
le contenu de leur mémo déposé auprès du maire intérimaire de la ville de Badolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangui, par le président du conseil de jeunes. CENI, le strict respect de son calendrier pour les élections à Yakoma et à Masimanimba prévues en date du 12 juillet de l'année en cours. Au gouvernement de disponibiliser les moyens nécessaires afin de permettre à la CENI d'organiser les élections dans le territoire de Yakoma et Masimanimba. Les populations du Nord Ubangui et du Kwilu sollicitent donc l'implication personnelle de l'autorité suprême pour doter la CENI des moyens financiers et logistiques nécessaires afin qu'elle respecte son calendrier aménagé des activités y afférentes. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Je serai relayée sur ce plateau pour une autre session d'information à 13h30 par notre consoeur Louisette Sakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la télévision nationale. Entre-temps, Yves Sikila et Bénédicte Mabunda vous tiennent compagnie dans les paniers. Au revoir.